Alors, si tu es élève de terminale, cette vidéo n'est pas pour toi. Non, cette vidéo est partiellement pour toi. Euh, donc toujours 15 septembre 2021, on fait une petite revue d'actu, ça faisait longtemps. Alors, je tombe sur une brève qui nous dit que Joe Biden a... Alors, il y a un climat de soulagement, hein. On sent que la manière avec laquelle c'est formulé, que Joe Biden a pu relever le plafond de la dette américaine à 4000 et quelques milliards de dollars. Donc autant dire qu'encore une fois, c'est une somme astronomique qu'on a du mal à concevoir et à comprendre. Pour donner une idée, 4000 milliards de dollars, c'est un peu plus, à peu près le, deux fois ce qui a été mis sur la table pour sortir de la crise du Covid aux États-Unis. Ce qui a été annoncé, c'est 1900 milliards de dollars comme plan de relance aux États-Unis. Donc là, on a relevé le plafond de la dette à 4000 milliards de dollars pour éviter un défaut de paiement des États-Unis. Ce qui sous-entend donc, et tout le monde le sait, que les États-Unis sont très endettés, donc ils ont un déficit au niveau de la dette qui est énorme, qui est historique aujourd'hui. Pour anecdote, j'en entendais parler en étant moi-même collégien, c'est-à-dire début des... C'est-à-dire, je vais pas dire, comme ça personne devine mon âge. Donc ça fait déjà un moment qu'on en entend parler et ça dure et ça continue, ça continue. Alors pour cela, et c'est là si tu es élève de terminale où ça peut t'intéresser, un rappel historique est important. On parle beaucoup des chocs pétroliers, que ce soit en SES, sens économique, mais aussi en histoire-géographie, en histoire plus précisément. Choc pétrolier, 73 et 79. 73, alors choc pétrolier, qu'est-ce que c'est? C'est on a une augmentation très importante du baril de pétrole en 1973. Pourquoi? Parce que cartel, le cartel de l'eau, on va pas appeler ça un cartel, l'OPEP, qui existe encore aujourd'hui, donc l'organisation des producteurs, des pays producteurs de pétrole, qui ont décidé de relever le prix du pétrole pour des raisons politiques, économiques, politiques surtout. 73, deuxième choc pétrolier, révolution en Iran, la montée au pouvoir non pas du Shah d'Iran, mais de Khomeini, donc révolution islamique. Et donc du coup, le Shah d'Iran, le Shah SHAH, non pas CHAT, le Shah d'Iran, donc du coup, qui quitte le pouvoir. Et on a, voilà, l'Iran était beaucoup plus, on va dire, l'ami de l'Occident avant 79 et il est devenu un peu plus l'ennemi un peu des États-Unis, qui était décrit comme étant le grand Satan par le pouvoir en place. Donc on a eu du coup fermeture du robinet du pétrole en 79, en partie à cause de ça. Donc on a eu une flambée du prix du pétrole. Pendant cette même période, on a eu ce qu'on appelle la fin de l'étalon or, mise en place en 1945 par les accords de Bretton Woods suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons encore une fois, rappel historique, que les États-Unis, débarquement de Normandie, après cette fameuse date charnière de novembre 41, je crois, avec l'attaque japonaise sur la base de Pearl Harbor aux États-Unis. Donc on a eu l'entrée franche des États-Unis dans la guerre, Deuxième Guerre mondiale, aux côtés du royaume de l'Angleterre. Voilà, victoire un peu partout, notamment El Alamein en Afrique.
Donc voilà, on commence à repousser les nazis. Les États-Unis sont vus comme le héros de cette guerre. Et forcément, ils ont eu l'intelligence de poser leur statut à cette période-là, statut international, comme déjà comme puissance politique, mais aussi puissance économique, comme l'un ne va pas sans l'autre, via la mise en place des accords de Bretton Woods, du nom de la ville où ça a été mis. Et qu'est-ce que nous disent ces accords de Bretton Woods? Et là, il faut, attention, c'est là où il faut établir des liens entre ce qu'on a dit avant et ce qu'on est en train de dire maintenant et ce qu'on va dire après. L'étalon or, c'est-à-dire que les États-Unis détiennent les réserves d'or et le dollar est indexé sur l'or, ce qui fait que il faut détenir pour qu'une monnaie à cette époque-là ait de la valeur, il faut détenir des dollars. Parce que comme le dollar est indexé sur les réserves d'or, les lingots d'or détenus par les Américains à cette période, alors le, le, la légende veut que ces lingots d'or soient stockés en dessous de l'Empire State Building, euh, enfin plutôt des deux tours jumelles qui ont subi cet attentat du 11 septembre 2001. Alors, la légende veut que tout soit stocké en dessous et que, voilà, bon, on laisse de côté les théories du complot. En tout cas, ça a duré donc de 45 à 70. Et en 1970, avec les chocs pétroliers, etc., on a eu une désindexation. Ça, c'est important. Une désindexation. Alors, je crois que c'est Nixon qui a mis en place cela. À vérifier. Alors là, ma mémoire me fait défaut. Du coup, désindexation du dollar par rapport à l'or, et on est rentré dans ce fameux régime de change flottant. Et là, on est pile poil dans les cours de terminale. Régime de change flottant, par opposition au régime de change fixe, où les monnaies se vendent et s'achètent selon le principe qui sous-tend l'économie, je dirais le principe de base qui sous-tend l'économie, le principe, la loi de l'offre et de la demande. Plus une monnaie, plus on va offrir une monnaie, plus et sans qu'il y ait de demande en face, sa valeur va décroître, etc. On connaît le mécanisme de l'offre et de la demande. Alors, c'est poser la question suivante. Si on ne détient plus, on va dire, de métaux précieux comme le fer, comme l'or, pardon, comment peut-on attribuer une valeur à la monnaie? Donc on a dit c'est sur les ordres d'achat, de vente, sur le régime d'échange flottant. Très bien. Néanmoins, on a quand même besoin d'avoir une espèce de garantie ultime en cas de voilà, en cas de cessation de paiement, etc. Et ça, c'est ce qui manque, on va dire, aujourd'hui au niveau de l'architecture financière et monétaire internationale. Alors, je renvoie, alors c'est là où c'est plus tout à fait, ça fait pas vraiment partie du programme de terminale. Je renvoie à un excellent bouquin d'un auteur justement américain, David Graeber. Alors, David Graeber, il est beaucoup plus connu pour sa contribution en ce qui concerne ce qu'il appelle lui les bullshit jobs. Pas la peine de, pas la peine de traduire. Ce qui veut dire donc boulot de et je vous laisse réfléchir. Donc tous ces travails ou tous ces métiers où selon lui, voilà, on a beaucoup de où on pourrait en tout cas prendre cette main d'œuvre, la réallouer quelque part où elle serait vraiment efficace, etc. Et sa contribution première, c'est ça, mais il a écrit un excellent bouquin concernant justement l'historique de la dette depuis des siècles même. Et il parle beaucoup justement de cette dette américaine et un peu des tours de passe-passe qui sont réalisés pour que les États-Unis ne payent jamais leurs dettes et que les États-Unis aussi assoient leur puissance militaire. Alors son postulat, lui, il est discutable, mais il est simple. C'est que les États-Unis, leur dette est une dette de guerre, c'est-à-dire une dette militaire. Il suffit de regarder une carte
une carte militaire et de voir le nombre de bases militaires qui existent dans le monde, des bases américaines qui existent dans le monde. La carte, elle va être constellée de bases militaires, il y en a partout. Ils ont un pied à terre militaire un peu partout dans le monde, mais ça coûte de l'argent, donc c'est de là que vient cette dette faramineuse des États-Unis. Ce que soutient David Graeber, c'est que l'argent n'a plus vraiment de valeur et que, disons que les États-Unis ont braqué un pistolet sur la tempe du monde entier avec cette puissance militaire et avec aussi ce capital historique qu'ils ont d'avoir sauvé le monde du nazisme en construisant voilà, des bases militaires un peu partout. Ça d'une part, et d'une autre part, en transférant cette valeur immatérielle à travers les bons du trésor, donc qui constituent les obligations américaines que détiennent les États. Et du coup, on a un transfert un peu immatériel sur ces bons du trésor qui représente, qui symbolise cette puissance militaire, économique, je dirais politique et économique. Ça reste un postulat, ça reste une théorie qui, à mon avis, est discutable quand même à certains égards. Néanmoins, voilà, très bon bouquin qui vraiment retrace un peu l'historique. Voilà, les États-Unis quand même, ils font autre chose que la guerre avec leur argent. Apple, Silicon Valley, ils exportent quand même pas mal. Bon, certes, leur balance commerciale est un peu déficitaire aussi depuis un petit moment, mais il y a quand même beaucoup d'exportations, leur argent ne vient pas que de leur puissance militaire, voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc voilà, à travers cette information, qu'est-ce qu'on a révisé? On a révisé les chapitres sur le système monétaire et financier international de manière dynamique, en parlant de la balance commerciale, en parlant de la formation de la valeur de la monnaie à travers voilà, la balance commerciale, les exportations, les importations, les systèmes de change. On refait un petit point historique. Et encore une fois, c'est le même conseil. Le meilleur moyen de réviser son cours, c'est de ne pas jouer petit bras, c'est interroger l'information, c'est établir ces liens permanents entre l'information quand on la reçoit, quand on la bookine quelque part, quand on l'entend quelque part, établir des liens. Parce que c'est juste précisément ce qui est demandé dans les études de documents, dans les synthèses qu'on demande aux élèves de terminale. Voilà, j'espère que ça vous sera profitable et puis je vous dis à une prochaine inspiration.